c'est une crise électorale législative très, très, très grave. Nous avons un candidat même au sein de l'UDB, c'est un candidat qu'on veut investir en fait. On n'investit pas un candidat, on parle d'élu. Est-ce que c'est vraiment ce candidat-là que le peuple veut ? Je ne pense pas, au vu de tout ce qui est en train de se passer, au vu de ce désordre-là. La loi, c'est l'État qui l'a instaurée, il faudrait qu'elle soit respectée. On a parlé de transparence, c'est pas d'élection truquée, mais on assiste à quoi? Parce que finalement, lorsque une ambassade organise des élections et que les urnes sont gardées même au sein de l'ambassade, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Les législatifs du deuxième siège de la diaspora gabonaise continuent de faire réagir entre accusations de fraude électorale, tensions internes au sein même des partis et un climat d'intimidation croissant. De nombreuses voix ont tenté justement de dénoncer ces dérives d'aujourd'hui dans le simple cadre donc politique. Et pour en parler ce soir, nous recevons Tamara Menimbo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes juriste, politologue et aussi ancienne candidate à les élections présidentielles gabonaises. Et il y a quelques semaines, vous avez dénoncé des problèmes internes au sein du parti présidentiel, l'UDB, de la diaspora à Paris, avant d'être agressé. On va voir des images donc qui vont défiler. Pouvez-vous nous raconter les circonstances de cette violence? Les circonstances, elles sont réelles, elles sont factuelles, elles sont visuelles, elles sont, excusez-moi, déplorables. À l'aune d'une nouvelle ère démocratique qui devait s'inscrire, ou cette appartenance aussi de cette nouvelle génération africaine, c'est-à-dire qu'on a un regard d'humanité, on est empreint d'humanité, finalement, ça se passe mal parce qu'il y a des personnes qui tentent encore de repartir sous des formes despotiques, de violence et autres, donc... Vous l'avez vu. Vous avez essayé de dénoncer les dérives au sein du parti présidentiel l'UDB. Comment percevez-vous aujourd'hui l'ampleur de violences politiques ciblant particulièrement les femmes qui dénoncent ces dérives-là? On tend à museler, d'accord, les femmes, comme beaucoup de personnes qui souhaitent le changement, mais un vrai changement, vous ne savez, pas le faux changement. On a eu un nouveau président, d'accord, je me suis dit, pourquoi pas, on attend de voir. Et on va dire qu'en fait, moi, j'ai une vision progressiste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de Gabonais qui sont sous cette forme progressiste-là et qui, à l'inverse, qui ne sont pas réactionnaires parce que les progressistes, ce sont ces personnes qui ont des valeurs empreintes d'humanité, comme partout dans le monde entier, et qui veulent le progrès social, économique, technologique, etc. Et les réactionnaires, ce sont ces personnes qui ne veulent pas ce changement-là et qui, justement, usent de la force, de la violence, de l'intimidation. Donc c'est pour ça qu'en voulant dénoncer ce qui était en train de se faire, c'est-à-dire où on veut repartir encore en arrière avec les mêmes pratiques, donc de gabégie, de fraude, de corruption, j'ai été rouillée de coups. C'était très violent, mais ça, ce n'est que quelque chose qui a été montré là en visu, c'est-à-dire que même lorsque j'ai décidé de partir au présidentiel avec une vision, je voulais apporter le progrès, d'accord, dans mon pays, c'est quelque chose que je n'ai pas dénoncé visuellement parce que je n'étais pas encore protégée, mais j'ai reçu des intimidations, des tentatives de meurtre chez moi, on a menacé de tuer mes parents, et c'est toutes ces choses-là qui ont fait que je me suis dit, on a voulu me museler, mais en fait, je n'ai pas été muselée, j'étais plus ou moins sage. Je me suis dit, tant que je ne suis pas, on va dire, vraiment protégée et assiégée, je ne peux pas, en fait, me permettre de décrire, parce que c'est quand même très, très grave. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, on n'a plus besoin de ça. En Afrique, le monde entier nous regarde. Aujourd'hui, vous et moi, on est en France, la France nous regarde. Est-ce que c'est cette image-là qu'on veut montrer à cette nouvelle jeunesse africaine, aux générations aussi africaines passées qui ont été muselées et qui ne pouvaient pas s'exprimer? On dit non, ça suffit. Il faut, les mêmes lois que vous avez créées, il faut pouvoir les respecter.
Mais là, en soi, vous avez fait en quelque sorte un affront auprès donc du parti présidentiel. Comment expliquer ce conflit interne au sein de la diaspora? Vous avez parlé donc des progressistes et des réactionnaires, mais n'y a pas-t-il d'autres sujets beaucoup plus importants, étant donné que pendant ce temps-là, il y a un collectif de candidats qui, eux, sont unis, c'est des candidats donc indépendants, pour dénoncer les failles donc des législatives. Ne faudrait-il pas une unité au sein de l'UDB? Pourquoi vous avez fait cet affront-là alors qu'il faudrait, pourquoi pas, dialoguer? En fait, finalement, dialoguer avec les gens de l'UDB, avec les militants de l'UDB, parce que c'est un dialogue de sourds, en fait. Finalement, je vous assure que même lorsque j'étais au sein de l'UDB, dans les groupes stratégiques, les groupes, je leur disais « non, c'est pas bien ce qui est en train de se faire ». Il faut être rigoureux, il faut respecter la loi, il faut poser un cadre. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. On ne peut pas, par exemple, dépenser 10-15 000 euros, être dans la gabegie pour aller festoyer. On est en plein campagne. Par exemple, il y a eu des cas d'irrégularité pour les votes de Rennes. Le même samedi où le parti est allé festoyer au Salon Hoche, on a les indépendantistes justement qui sont partis à Rennes et la commission électorale n'était pas là pour refaire les votes. Donc moi, j'ai dit, je ne peux pas associer mon image à ça, en fait. Et il y a des incohérences. Et en fait, moi, mon mouvement, vu que j'ai milité pour Amnesty International et les droits de l'homme, donc je connais toutes les techniques un peu de manifestation, des mouvements sociaux, je suis allée... C'était frontal, parce qu'il le fallait. Les indépendantistes, certes, ils passent à la télé, ils s'unissent, mais ils ont peut-être peur d'aller en fait dans l'affront, parce que finalement en Afrique c'est peut-être pas encore toléré, mais là je suis désolée, nous sommes en France, pays des droits de l'homme, on nous regarde, et même l'intégrité aussi de base, elle est aussi africaine. Il faut que les choses soient remises à plat et que l'ordre soit établi, tout simplement, et qu'on respecte surtout l'humain, parce qu'en l'occurrence, la même manière dont je me suis fait taper, il y a encore pire pour d'autres personnes. Et est-ce que, pour autant au sein de l'UDB, il y a une volonté tout de même de reconduire, voire d'annuler ces élections législatives? Car il faut rappeler que le chef de l'État l'avait dit quand il a fait son coup d'État, après son coup d'État, qu'il n'y aura plus d'élections truquées. Non, il n'y a pas une réelle volonté. Vous l'avez bien vu, les salons Hoche festoyer devant des indépendantistes qui n'ont pas été respectés pour cette reprogrammation des urnes. C'est pour narguer, parce que certains Comment se disent... Comment expliquer alors ce paradoxe? Le chef de l'État qui dit qu'il n'y aura plus d'élections truquées, et c'est les principaux ciblés dans ce bourrage d'urnes qu'on appelle. Finalement, c'est ce que j'appelle les réactionnaires. C'est-à-dire qu'on a des partis, on a dans un parti des personnes qui veulent reproduire les mêmes actions. Et aujourd'hui, finalement, c'est décrié à la face du monde entier, à la face du Gabon même. Et puis certains, en fait, c'est assez paradoxal. En se disant on est UDB, on est du parti donc présidentiel, on se dit qu'on est protégé. Alors qu'en fait, non. On devrait, comme vous le dites, être exemplaire. Parce que le président, vous avez bien répété, a dit qu'il ne devrait plus avoir d'élections truquées. Mais ce sont ces mêmes personnes qui reproduisent la même. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? C'est la question que je me pose. Et d'ailleurs, face à ces défaillances et aussi de constatation, quelle réponse attendez-vous des autorités, là plus précisément gabonaises, pour restaurer cette transparence électorale et la paix sociale? Car il y a quand même des lois qui établissent ce fonctionnement. C'est très bien que vous reveniez sur les points de droit. C'est très important parce qu'on est parti sur les faits. Et puis, en tant que juriste, une fois qu'on établit les faits, on en vient au cœur donc, juridique, les problèmes juridiques. Alors, il y a un désordre pour moi. J'ai regardé, il y a différentes lois, d'accord. On a l'article 45 de la loi donc, du Code électoral qui prévoit la nullité et l'annulation du scrutin lorsqu'il y a des irrégularités. Ça a été mentionné, mais la question que je me pose, c'est... On a même un ministre, finalement, de l'Intérieur, M. Imongo, qui est complètement déstabilisé, puisque à chaque fois, il dit des dates pour refaire des votes, des scrutins, et tout le temps, ça change. Donc, il y a une incohérence. Parce que finalement, il y a une incohérence, parce que je pense qu'il y avait des gens qui voulaient faire un passage de force dans ce désordre-là, dans ces fraudes-là. Pour moi, il devrait y avoir annulation de tout. Il y en a qui disent que c'est un coût, mais que c'est un coût de combien au vu de l'argent, de ce que certains ont pu mettre dans leur poche, parce que pour eux, qui dit élection, c'est moyen de manger, comme on dit au Gabon, de manger. En fait, il faudrait qu'on annule tout, qu'on recommence tout, et c'est la loi qui le prévoit normalement. La Cour constitutionnelle devrait aussi
se montrer en exemple. Mais est-ce que notre cour constitutionnelle est vraiment dans l'impartialité? C'est ce que je me demande. Les hautes institutions sont-elles vraiment dans l'impartialité? Alors, il y a des institutions comme l'ASER, par exemple, qui ont condamné ces élections-là au Gabon. La Cour constitutionnelle, on ne sait pas trop. Le ministre de l'Intérieur, il est un peu entre les deux. Et aussi, ce que je veux souligner là par rapport à la loi, je vais la reciter, cette loi-là, c'est la loi numéro 12/96 du 28 février 2000 portant statut particulier des fonctionnaires du secteur diplomatie. D'accord. On a aujourd'hui, par exemple, dans le cas des élections de la diaspora, c'est organisé par une ambassade. Le devoir de neutralité et d'impartialité qui est promulgué par cette loi-là, elle est où? Normalement, les ambassades n'ont pas à être dans l'ingérence politisée, être dans l'ingérence diplomatique, c'est très, très, très grave. Alors moi, j'en appelle aux institutions gabonaises, même au Condorcet, à la France, d'avoir un droit de regard et de réserve. On ne peut pas, par exemple, au sein de l'UDB, nous avons un vice-président, mais qui travaille à l'ambassade. Est-ce qu'il y a une cohérence? Parce que normalement, une ambassade est censée rester neutre parce que ce sont des institutions qui servent l'État, qui servent le peuple. Moi, mon questionnement aujourd'hui, c'est que j'appartiens au peuple. Moi, mon champ de bataille aujourd'hui, c'est le peuple, c'est la population gabonaise. Est-elle vraiment respectée? Parce que nous sommes aux législatives. Et législatives, c'est un vote qui appartient au peuple. Et en parlant du peuple, comme vous êtes aussi également une femme de terrain, j'aimerais vous interpeller sur une chose. La diaspora gabonaise, mobilisée pour la première fois, se sent-elle trahie par ces irrégularités? Parce que c'est quand même la première fois qu'on va donner un siège donc diaspora au sein de l'Assemblée nationale. Oui. Quel impact cette expérience aura-t-elle sur les précédentes, enfin sur les participations plutôt à venir futures? Déjà, même lors du premier tour, on a vu le fort taux d'abstention. D'accord? Les gens ne sont pas allés voter. Les gens sont déçus. Et il faut savoir que la diaspora a toujours été le cœur névralgique de l'opposition en France. Donc en fait, quand Oligui est venu, il voulait justement que la diaspora ne soit plus justement dans cette opposition-là. Bon, aujourd'hui, elle est muselée. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'opposants, activistes qui ont été muselés, etc. Moi, je ne suis pas activiste, je suis politicienne, d'accord. J'ai un cabinet en relations publiques. Donc vraiment, je ne suis ni activiste. Vraiment, c'est mon champ de bataille. Je suis juriste, politologue, j'ai un cabinet en relations publiques. Et je suis active. Et beaucoup de gens aujourd'hui en fait se sont détachés de tout ça, alors qu'en fait finalement non. La diaspora, mais oui, alors que finalement un siège de la diaspora, lorsqu'on permet cela, c'est pour permettre aussi qu'il y ait ce lien-là, que les gens aient une reconnexion avec leur terre, leur pays, leur attache, se dire que peut-être on doit avoir une réorganisation pour partir au Gabon, mais surtout lorsqu'on est en France, on doit s'illustrer vis-à-vis de la France, vis-à-vis du monde entier de façon correcte. En tout cas, il faut noter que les résultats provisoires montrent une domination écrasante donc de l'UDB, mais cette victoire est assez contestée. Mais parce que justement, il n'y a pas de... Parce que c'est un candidat favorisé, c'est un candidat qui a été choisi. Mais vous n'avez pas peur qu'il y ait beaucoup plus d'aggravation donc des tensions et que ça peut déclencher une crise politique? On est déjà dans la crise politique, on est dans une crise électorale, législative. Et en fait, une crise électorale. C'est une crise électorale législative très, très, très grave. Nous avons un candidat même au sein de l'UDB. C'est un candidat qu'on veut investir en fait. On n'investit pas un candidat, on parle d'élu. Est-ce que c'est vraiment ce candidat-là que le peuple veut? Je ne pense pas, au vu de tout ce qui est en train de se passer, au vu de ce désordre-là. La loi, c'est l'État qui l'a instaurée. Il faudrait qu'elle soit respectée. On a parlé de transparence, c'est pas d'élections truquées, mais on assiste à quoi? Parce que finalement, lorsque une ambassade organise des élections et que les urnes sont gardées même au sein de l'ambassade, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On demande la neutralité. Moi, le peuple, nous tous, nous demandons la neutralité des institutions de nos pays et le respect des règles et de la loi, mais surtout du peuple. Est-ce que le peuple gabonais est réellement souverain? C'est la question. Madame, on arrive bientôt à la fin de l'émission et selon vous, quelles mesures concrètes et urgentes doivent être prises par le gouvernement de Brice Oligui Nguema pour éviter justement cet engrenage, cette crise électorale démocratique et surtout pour l'instauration d'une bonne démocratie gabonaise? Est-ce que l'annulation complète des élections serait la solution? Annulation totale et complète. Et
on repart vraiment dans la Pas vraie une transparence. correction des élections, Parce une que correction finalement, des irrégularités notamment. il y a une correction des irrégularités, c'est ce que la loi prévoit, mais on sait très bien que certains ont pu quand même passer malgré des cas de fraude. Il faudrait une annulation complète et qu'on recommence tout ça. Mais le Parce scénario que, pourrait être et que le le même. peuple, c'est ce qu'on attend de voir en fait, il faut se corriger. Si le scénario est le même, c'est que finalement, est-ce que la loi est respectée, le peuple est respecté? Vous voyez, moi j'ai reçu encore même malgré ça, après les agressions que j'ai reçues samedi, j'ai encore reçu tout dernièrement des menaces de mort à mon domicile. Et c'est la BAC qui est venue, c'est la police française qui est venue pour me protéger parce que j'ai fait dénonciation. Ils ont installé une coupure d'électricité, je vais mettre ces vidéos sur les réseaux sociaux, et un monsieur qui était là, prêt à me tuer. Mais aujourd'hui, vu que je suis publicisée, je pense que le fait d'être publicisée, ça permet aussi d'être protégée. Parce que si quelque chose m'arrive, on saura d'où ça vient, vous voyez ? Si quelque chose m'arrive, et à ma famille ou aux gens qui parlent, on saura d'où ça vient. On demande aux institutions gabonaises d'être exemplaires. Et aux gens qui appartiennent au parti du président, si vous êtes réellement progressiste comme je le suis, montrez-le. Après les agressions, les dénonciations de fraude électorale et ce climat électoral tendu au Gabon et dans la diaspora, pouvez-vous nous dire si votre combat continue plus que jamais? Il continue. Il continuera. Aujourd'hui, vous voyez, c'est le bleu que je porte sur ma tête. C'est le jaune, le vert. Donc c'est le vert, jaune, bleu, tout en ayant l'éducation française, avec ses valeurs d'humanité et mon intégrité aussi africaine. Mon combat, il continue et c'est le combat du peuple. Je pense que le peuple est dans ce combat-là. Nous attendons de voir. Parce que finalement, en fait, j'appartiens au peuple, nous sommes le peuple. La voix du peuple est pour le peuple. Ce sont des valeurs républicaines, ce sont des valeurs progressistes, ce sont des valeurs de demain, de l'Afrique que nous voulons voir, du monde de demain aussi que nous voulons voir. Merci beaucoup Tamara Menyembo, donc juriste, politologue et ancienne candidate aux élections présidentielles gabonaises. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Mustapha Kanté à la réalisation et bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud.